Bonjour, Jean-Pierre Delalande, délégué syndical central pour la CFDT au groupe Intermarché. Voilà, délégué syndical central, c'est la personne qui gère toute la section syndicale, tous les délégués syndicaux et tous les salariés protégés, CHSCT, DP, CE, qui dépendent de la CFDT. Très bien. Donc on se rencontre aujourd'hui dans le cadre des rencontres de Vitré Insoumise et on voulait venir vers vous suite aux échanges qu'on a pu avoir avec des personnes du Pays de Vitré, des salariés de la SVA, qui nous ont dit que la loi El Khomri changeait les choses et avait un impact sur la vie de certains salariés, notamment sur le transport routier au sein de la SVA. Oui, alors voilà, pour la SVA et pour la loi El Khomri, les derniers décrets sortis à la SVA, ils se sont jetés dessus, sur la loi El Khomri, et nous ont proposé un projet d'accord, alors qu'il y en a un déjà, accord spécifique transport qui date de 2002, que j'ai monté moi et que j'avais signé en 2002, donc voilà, et pour changer tout ça en fonction de la loi El Khomri. Donc c'est dans cet accord, les 2 ou 3 grandes choses importantes, c'est qu'il voulait augmenter le temps de travail des chauffeurs routiers et baisser les temps de repos. Pour le syndicaliste que je suis, évidemment inadmissible. Donc, alors, pas question. Ça marche comment le temps de travail d'un routier? Parce que alors, le temps de travail d'un routier, en théorie, il dépend de l'accord d'entreprise. L'accord d'entreprise et du code de la route, c'est-à-dire du code des transports. Voilà, ce sont 2 choses différentes, mais nous, en l'occurrence, on fonctionne au niveau de l'entreprise, avec l'accord qu'il y a dans l'entreprise. Voilà, de 2002, donc je le disais. Alors, ça travaille combien de temps? C'est combien de temps sur la route? Et qu'est-ce que la direction de la SVA voulait obtenir en plus? Alors, la direction de la SVA voulait augmenter donc le temps de travail, c'est-à-dire passer de 9h30 maximum de travail par jour à 11h, voire plus. Voilà. Et de réduire le temps de repos obligatoire par nuit de 10 heures par nuit à 9 heures, voire un peu moins au début de la négociation. D'accord. Donc en fait, c'est l'idée que c'est des transporteurs routiers qui sont partis à la journée, ou c'est des transporteurs qui Alors, partent ce n'est plusieurs pas des jours? transporteurs routiers, ce sont des chauffeurs, pardon, qui font partie du service logistique de la SVA, qui représente 450 personnes malgré tout. C'est un gros service, c'est le plus gros service de la SVA. D'accord, c'est 450 personnes sur le Pays de Vitré. Oui, non, sur la France entière. D'accord, très bien. Et donc là, cette histoire de temps de repos et de temps de travail, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'un chauffeur rentre chez lui, et une fois qu'il est rentré chez lui, on pouvait le rappeler le 9 heures après le lendemain, ou c'est des nuits quand il était sur la route? Alors, en théorie, on ne peut pas le rappeler. Il y a ce qu'on appelle le délai de prévenance, qui est réduit dans l'ancien accord, l'accord de 2002 déjà, à 4 jours, alors que dans le code du travail, c'est 7 jours. Donc là, déjà, le patron, il avait déjà un peu plus de latitude pour faire travailler ces gens. Donc, alors, on comprend au fur et à mesure. On peut changer votre emploi du temps et votre planning 4 jours avant, alors qu'avant, c'était 7 jours avant. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Tout à fait. Sauf que dans les faits, déjà, ils appelaient les gens au dernier moment quand ils avaient un problème, en leur disant, bon, tu viens, là, tu pars demain matin. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose contre lequel on s'est battu, moi et mon collègue. Voilà, donc ça, c'était pas admissible. Je lui ai donné un exemple simple qui marque un petit peu, qui marque l'esprit. Je dis, si vous réduisez le temps de repos et que vous augmentez le temps de travail, il ne faut pas oublier que ces gens partent avec des camions qui peuvent faire jusqu'à 40 tonnes et que le jour où ils seront très, très fatigués par des semaines de travail, pas sans arrêt, mais presque, et qu'ils rencontrent une voiture avec une petite famille dedans, il sera bien entendu hors de question que je mette ma signature en bas de l'accord. D'accord.
Voilà. Et donc c'était vous avez cette renégociation était pas admissible pour vous, avec l'idée que vous avez dit tout à l'heure, on passait de 11 heures de repos à 9 heures ou 9h30. Ok. Mais alors comment ça se passe? C'est-à-dire que le temps de travail analysé changeait aussi, ou est-ce qu'il y avait beaucoup d'heures supplémentaires payées à la SVA? Comment ça se passe? Alors le temps de repos, le temps de travail ne changeait pas. Hein. Le temps de travail ne changeait pas. C'était la longueur des semaines, la longueur des journées qui changeait. Okay. Voilà. Donc pour ça, il n'y a pas trop de problèmes. On restait dans les 1604 heures qui sont prévues dans notre accord, puisque nous on avait chanté une partie du lundi de Pentecôte. Voilà, c'est 1607 normalement le temps de travail pour une année, pour n'importe qui. Voilà. Mais le problème il n'est pas dans le temps long, le global de l'année, mais dans les semaines difficiles et très fatigantes. Savoir qu'un chauffeur, il ne fait pas que rouler. Hein. Il a 20 tonnes ou moins quand même, il ne faut pas non plus exagérer, mais il peut avoir jusqu'à 20 tonnes de viande à décharger dans une journée. Sur le dos, il y a quelques aides maintenant qui font, il y a la route, il y a les clients, il y a tout un tas de choses. C'est un métier extrêmement fatigant, très dur. Ouais, vraiment très dur. C'est quoi la moyenne d'âge? C'est des gens qui font, et quand ça se passe, c'est une carrière de routier dans le groupe SVA, c'est des gens qui font ça toute leur vie, ça tourne beaucoup? Alors, pour une part, il y a deux parties de gens âgés dans l'entreprise. Il y a la partie comme moi, qui sommes là depuis très longtemps. La pyramide des âges qu'on a dit que dans les 5 ans, il y a environ une centaine de personnes qui vont partir à la retraite. Donc il y a beaucoup de vieux qui sont remplacés par des jeunes. Il faut savoir que du temps de Jean Rosé, comme il trouvait personne, il avait augmenté très sensiblement les salaires. Les chauffeurs de mon âge sont payés correctement, je ne me plains pas de ma paye. Maintenant, à chaque fois qu'il y en a un qui part, le patron gagne, je parle en net, 1000 euros. Pardon. Oui, j'ai bien dit. Mais alors, attends. Entre le nouveau qui l'embauche et le nouveau qui l'embauche et le vieux qui part, il y a une différence de 1000 euros net entre salaire chargé. Non, pas chargé, net. Moi, je gagne 2000, lycée sur l'année, 2500 euros net par mois. Très bien. Voilà. Il va embaucher et il va embaucher une personne qui va gagner 1200 ou 1300 net par an. Donc, c'est pas difficile à compter après. Très facile à compter. Très facile. Donc, et sauf que c'est non chargé. Non chargé. Moi je parle toujours en net. Moi. Le patron parle toujours en chargé, mais moi je parle en net. S'il m'entre dans les fouilles. Donc voilà. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut dire et répéter. Ils vont faire énormément de bénéfices là-dessus. D'accord. Mais donc par contre, est-ce que le salaire d'embauche, le salaire d'embauche a déjà été revu à la baisse au sein du groupe SVA? C'est-à-dire que oui, clairement, oui. Bien sûr, oui. À peu près 2 ordres d'idée, après c'est du pouvoir d'achat qui modifie avec l'âge, l'inflation, tout ça. Il y a la population, alors les historiques, c'est-à-dire les vieux, on va dire, allez hop, les vieux de la SVA qui sont bien payés, mais tous les nouveaux personnels qui rentrent dans l'entreprise, que ce soit au transport ou que ce soit dans l'entreprise, c'est-à-dire au hall d'abattage, à la triperie, sur les quais, je ne sais où, c'est le même principe. Ils gagnaient bien leur vie, les autres sont embauchés au ras des pâquerettes. D'accord. Voilà. Donc, alors, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'il y avait en face, en contrepartie si vous acceptiez ça, est-ce que vous aviez le droit à certaines choses? Parce que la loi El Khomri avait été vendue comme en disant qu'il y avait des nouveaux droits, des droits de formation, des droits de ceci, cela. Qu'est-ce qu'on vous proposez, vous? Rien. Rien. Voilà, c'est clair, net.
Ok, il n'y avait que dalle. Que dalle. Rien, d'accord. Ils augmentaient, ils payaient même pas plus en fait, hein, parce qu'ils disaient vous aurez des jours de récupération, mais à la fin de l'année, le salaire est le même. Hein. D'accord. Voilà, c'est, ok. Donc mais c'était juste une réorganisation au travail pour lequel ils allaient gagner beaucoup de souplesse, mais pour eux, il y avait que ça à gagner pour eux, c'est-à-dire ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'est-ce que ça leur permettait de changer exactement du côté du patronat, si on se met du côté du patronat. Alors, pour ce que j'en sais, parce qu'après, moi, je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête pour la réorganisation de leur service transport. Jusqu'à présent, le transport est intégré dans la SVA. Okay. Il y a 2 ans environ, il y a une société qui a été créée au tribunal de commerce à Rennes, qui s'appelle STA, Société de transport abattage, dont le directeur général est Bruno Sachet, qui est l'actuel dirigeant du service transport à la SVA. Donc, on a supposé évidemment qu'il voulait faire un transfert, donc dans le Code du travail, l'article L1221, bon, enfin bref, voilà, transfert d'entreprise, et qu'il voulait transférer. Ce qui s'est avéré juste, au début, il nous a dit, tout le monde passe STA, et puis ensuite, vous ne serez plus à SVA, vous serez dans une autre entreprise. Donc là, ça a hurlé, on a réussi à leur dire, bon, on reste, et à suite de ça, donc, cet accord est arrivé, cet accord-là de... nouvel accord transport SVA. Ok, d'accord. Et si alors, en quoi la loi El Khomri, a permis de changer ces choses-là ? Expliquez. Normalement, avant, on ne pouvait pas déroger. Il y a ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Voilà, donc on ne pouvait pas déroger à ce qui était inscrit dans un accord d'entreprise, on ne pouvait pas faire moins que le Code du travail, que l'accord de branche. Voilà, on n'avait pas le droit de faire moins. Maintenant, la loi El Khomri dit, voilà, à partir du moment où tout le monde est d'accord, vous pouvez déroger à ces choses-là. Voilà, et ils ne se sont pas privés. Voilà, donc c'est le problème, il était là, parce que avant cette loi, ils ne pouvaient pas toucher à l'accord d'entreprise, ils ne pouvaient pas le baisser, ils ne pouvaient rien faire. Donc, c'est pas pour rien qu'ils ont attendu le dernier décret, et puis qu'ils ont sauté sur l'occasion pour se dire, ça y est, maintenant, on va pouvoir y aller, et gagner encore plus d'argent qu'on gagne, parce qu'il faut savoir que la SVA est une entreprise qui gagne de l'argent. Hein. C'est aussi bête que ça. On n'est pas dans la misère. Hein. Et alors, comment donc sur cet accord, comment ça se passe ? Est-ce que chez les concurrents, c'est-à-dire est-ce qu'il y a déjà d'autres entreprises qui ont réussi à faire signer des choses ? Vous, ça n'a pas marché ? Comment ça ? Est-ce que vous avez des échos ? Non, d'autres entreprises. Moi, j'ai pas de retour pour l'instant. Je crois qu'on doit être dans les premiers en France à avoir mis le pied dedans. Hein. Voilà. Alors, peut-être que j'en loupe, hein, mais très honnêtement, je crois qu'on est franchement dans les premiers. Et quel type de signature on doit avoir au sein de la loi El Khomri ? C'est-à-dire que si le syndicat signe, imaginons que vous aurez signé, est-ce qu'il faut un syndicat qui est majoritaire ? Est-ce qu'il faut un seul syndicat ? Est-ce qu'il faut représenter la totalité des salariés ? Comment ça se passe ? Cette norme-là, on peut pas y déroger. Il y a deux ou trois solutions. Il y a un syndicat majoritaire, c'est lui qui est habilité à signer. Donc ça, c'est ce qui se passe dans quelques entreprises. Après, il y a un deuxième cas, il n'y a pas de syndicat. Donc, ce sont les représentants du personnel, CE, DP, CHSCT, qui donnent leur avis. Ensuite, il y a un troisième cran, il n'y a rien du tout. Hein. Donc, c'est l'assemblée du personnel, on leur demande leur avis. Et puis, voilà, point final. Le problème... je crois que tu vas comprendre tout de suite, c'est qu'il y a ce fameux rapport de force. C'est ça, parce que... C'est toujours ça, pour moi. D'accord, parce que là, vous, dans le rapport de force, vous n'avez pas signé, et pendant ce temps-là, rien ne bouge.
Ah oui, Ok. non, non. Mais dans une entreprise, Oui. non, tu voulais me couper, vas-y. Ouais, j'ai pas signé. Je voulais juste mettre une petite parenthèse. On était deux à faire cette négociation. D'accord. On a fait le tour de France plusieurs fois parce qu'il y a des dépôts partout en France, donc il faut Ok. aller voir tout le monde. D'accord. On a discuté dur avec l'employeur. Ok. Ça a été extrêmement compliqué. Ça fait 3 mois que je suis en burn-out. Mon collègue aussi. Ok. Sauf que lui, il est passé par la case Guillaume Régnier, le Ah oui. tapis Il est tombé très fort. et que c'est toujours compliqué pour lui. Ouais. C'est juste pour dire que c'est un rapport de force qui est très 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 dur. On met les gens dans des situations terribles. C'est vraiment difficile parce qu'il faut se battre contre le patron, Ok. contre ses collègues, Ok. contre quelques-uns de ses collègues syndicalistes aussi, qui ne sont pas toujours d'accord. Ça, D'accord. c'est Ouais. la vie de syndicaliste. D'accord. Mais contre les collègues, c'est difficile. Alors pourquoi il fallait se battre contre les collègues? Parce que eux pensaient qu'on devait signer cet accord. Ils voulaient absolument rester à la SVA. Ils ne voulaient pas partir à STA. D'accord. Pour eux, changer de convention collective et aller dans la convention collective du transport public, c'était pas bon. Ok. Je leur ai expliqué que ce serait peut-être mieux qu'ils y aillent. Mais bon, maintenant, voilà, j'ai peut-être pas fait mon boulot correctement, Ouais. je ne sais pas. Mais voilà, donc on en est là. Juste pour finir sur ce sujet-là, depuis que j'ai refusé, parce que c'est moi, voilà, mais en accord avec mon collègue et avec quelques collègues, de signer cet accord, ils sont revenus en arrière et maintenant tout le monde passe effectivement dans la nouvelle société. C'est clair, net et précis. Donc la SVA va être amputée de 450 personnes, probablement parce qu'il y a toutes les règles dans le Code du travail, le temps qu'il faut, le temps juridique pour faire mettre ça en place au mois de début de l'année prochaine, début 2018, mi-2018, quelque chose près. Et donc là, c'est fait, c'est clair, c'est net. Et là, on ne peut pas s'y opposer. Le Code du travail est clair. L'employeur, L12, 21 ou tiret 4 du Code du travail, ne peut pas, on peut pas s'opposer à ça. Donc voilà, si on veut pas, on est licencié, c'est licenciement. Donc ce qui a été très très dur, c'était ce chantage systématique entre soit STA, soit SVA avec le nouvel accord. C'était du chantage, tout à fait. Le mot est juste. Je leur ai dit plusieurs fois. Je dis c'est un chantage votre truc là. Si vous mordez du chien ou de la chienne, voilà, c'est qu'est-ce qu'on fait quoi. De toute façon, on se fera voir. D'accord. Donc voilà, c'est. Ok. Donc des conditions de négociation super super dures dans un cadre où il y avait un cadre syndical qui était fort, c'est-à-dire que la CFDT est déjà organisée. Vous allez nous dire combien il y avait de personnes, et combien vous représentiez de personnes, mais il y a des boîtes où il n'y a rien de tout ça. Et comment ça va se passer alors? Ah oui, alors encore une fois, oui, dans une société avec une organisation syndicale structurée, avec beaucoup d'adhérents, parce que 200 adhérents, c'est pas rien dans l'état actuel des forces syndicales en France, dans les boîtes, que ce soit CFDT, CGT, FO, je m'en fous. Voilà, il y a un contre-pouvoir qui est généralement en place, quelquefois pas, mais il y a quand même un contre-pouvoir. Maintenant, là où il y a le plus à craindre, c'est dans les boîtes où il n'y a rien, où le patron leur dira « Maintenant, vous prenez ou vous prenez pas. Si vous prenez pas, ça va mal se passer pour vous. » Donc, dans la loi El Khomri, il y a aussi les licenciements par le patron quand il décide qu'il y a trop de monde, quand il décide, et là, il est plus... Oui, licenciement sans motif. Sans motif, voilà, tout un tas de choses. Donc, il faut la relire, moi je la connais pas par cœur. Presque, je pense. Mais bon, voilà, ça c'est là, ce qu'il y a le plus à craindre, franchement, avec cette foutue loi, c'est ça. C'est que là où il n'y a pas de rapport de force, ça sera vraiment compliqué. Vraiment compliqué. Ça va être difficile. D'accord. Et parce que là, on comprend bien que toi, c'était très difficile pour toi et ça a été trop loin, etc. Mais par contre, tu avais ton statut de salarié protégé en tant que délégué syndical, tandis que dans d'autres boîtes, les gens n'ont que dalle, quoi. Ah, rien du tout. Rien.
Donc celui qui n'est pas organisé aujourd'hui, s'il monte en créneau et qu'il n'a pas un rôle de délégué Sauf la possibilité de s'adresser à l'inspecteur du travail, à l'inspection du travail, quand même, et de dire, voilà, on a un souci dans notre boîte, est-ce que vous pouvez, bon, tout ce qu'elle peut, c'est venir et puis discuter avec le patron et dire, mais elle a pas de, il n'y a pas de pouvoir en tant que tel, voilà. Ouais. Mais il y a quand même la possibilité d'alerter. Mais est-ce que les gens, dans les petites boîtes, dans les moyennes boîtes, dans les boîtes où il n'y a pas personne pour leur dire, appelez l'inspection du travail, ils ne le feront pas, hein. Il n'y aura rien, il ne se passera rien. D'accord. Donc, et donc, ce sur quoi on arrive derrière, c'est pourquoi on en est arrivé là? À ton avis, c'est les accords de branche où le patronat n'obtenait pas ce qu'il veut, donc il a fait pression pour que ça se passe au niveau de l'accord d'entreprise. Comment tu vois ça? Moi, je pense que ça vient du Parti socialiste au pouvoir depuis un moment, et puis d'un certain Manuel Valls, quand même, qui a œuvré de toutes ses forces pour faire passer cette loi El Khomri. Cette brave Madame El Khomri, qui, je pense, n'a pas écrit grand-chose de sa loi, et voilà, qui l'a fait passer avec le 49.3, sachant qu'il l'a quand même remis sur le tapis combien de fois, là, je ne vais pas dire de bêtises après. Ça a été très long, cette histoire, je ne me rappelle plus. Mais... Ça a été long, il faudrait vérifier. Il l'a remis sur le tapis plusieurs fois, et il l'a fait passer de force. C'était contre l'avis de la grande majorité des députés, qui ne voulaient pas. Ah oui, c'était contre l'avis des Français, ça c'est sûr, et c'était même contre l'avis des députés, tu as raison. Ah oui, et donc, tu es bien en train de nous dire que c'est la volonté d'une partie du Parti socialiste qui voulait faire en sorte de faire passer cette loi qui a un impact direct sur la vie des salariés vitréens et la vie des routiers du groupe SVR. Pas que des salariés vitréens, des routiers, mais de tout le monde en France, de toutes les entreprises. Voilà. Parce que ça peut être, ce que j'ai eu moi comme cas ici, c'est ça peut être reproduit dans toutes les entreprises de France. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Ouais. Et donc ils l'ont fait passer sans consultation législative, et donc c'est passé par le 49.3, il faut le rappeler. Oui, il faut le rappeler ça, parce que c'est quand même... c'est quelque chose qui, à mon sens, ne devrait pas exister. Voilà. On a des députés, on a une constitution, on a tout un tas de choses, et se retrouver à chanter avec un article, le fameux 49.3, à chanter tout ce petit monde-là pour dire « j'ai raison, vous avez tort », quand on est tout seul face à 10 millions de personnes, ou 50 millions de personnes, je trouve ça inadmissible. Inadmissible. Voilà. Ça, le 49.3, voilà. Je ne sais pas qui va gagner les élections législatives, mais il faut s'attaquer à ce Pourtant, on nous promet du 49.3, on nous promet aussi le gouvernement par ordonnance, et c'est encore pire que le 49.3. Encore pire, ouais. Donc voilà, on ne reparlera pas de ça. Et voilà, on a fait le tour à peu près de ce qui se passe sur cette loi El Khomri-là. Des craintes qu'on peut avoir, c'est tout. Voilà, les craintes qu'on peut avoir avec El Khomri, oui, tout à fait. Mais il n'y a pas besoin de venir me voir. Il suffit de s'adresser à la CGT, à FO, alors, la CFDT, la CFDT, Laurent Berger, mon cher chef, lui a dit que ça lui plaisait. Donc, c'est terrible ça. Ça c'est terrible. Ouais. C'est terrible. C'est terrible parce toi que qui te bats dans le truc, c'est terrible. Oui, moi, je lui ai envoyé l'accord en lui expliquant tout ce qui se passait. Ouais. Je lui ai dit maintenant, qu'est-ce que je fais? Pas de réponse. Tu n'as pas eu de réponse de... J'ai pas eu de réponse de Laurent Berger. Là, je suis très en colère. Là. Ça fait combien de temps que tu te bats à la CFDT? Ça fait 15 ans. 15 ans que je fais ça tous les jours. Donc, à un moment donné, tu n'as plus le... pas eu... Alors, y a la CFDT, c'est la confédération, bien sûr, Laurent Berger, les fédérations, et à l'intérieur des fédérations, il y a les secteurs bien particuliers agroalimentaires. Donc, j'ai un responsable
Ouais, du secteur de ta branche. un responsable fédéral. Ok. Un responsable fédéral, Ouais. et il a fallu 3 semaines ou un mois avant que je l'ai au téléphone. Je lui ai aussi envoyé le mail, en lui D'accord. disant le même, en Ok. lui disant, maintenant, Alors, vous qu'est-ce l'avez qu'il a dit voulu, la loi El Khomri, qu'est-ce que je fais maintenant? Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il t'a répondu, lui? Eh ben, pas grand-chose, à vrai dire. Alors, par la suite, alors au début, ben voilà, pas grand-chose. Au début, ils ont concocté, eux, une nouvelle, et essaient de négocier directement avec l'employeur, D'accord. mais ça n'a pas été accepté par l'employeur. Ce qu'ils avaient demandé, ça n'a pas été accepté par l'employeur. D'accord. Ce que je regrette le plus dans cette histoire, c'est que Laurent Berger, syndicaliste, disent que la loi El Khomri, ça lui plaît. Moi, je veux bien qu'on soit réformiste. Hein. J'ai pas de souci avec ça. Ouais. Mais il y a un moment, il faut quand même réfléchir un tout petit peu. Ouais, Comment va se passer ce genre de cochonnerie. Hein. Voilà. Ouais. Et là, je pense qu'il n'y a pas eu de réflexion. Et on va conclure cette entrevue. Ces conséquences de la loi El Khomri, ces rapports difficiles au sein du syndicat qui ont suivi tout ça, ces rapports de force qui ont été compliqués, c'est ta situation personnelle qu'on est devenu compliquée aussi. Mais en fait, ce que tu nous dis derrière, c'est que il faut qu'organiser un rapport de force, et donc il faut organiser le syndicalisme, et il est déjà organisé le syndicalisme, mais il faut s'engager dans un syndicalisme pour mettre en place ce rapport de force, sinon c'est très compliqué, ça va être très compliqué dans certaines boîtes. Ouais, c'est ça. Très nettement, je répète, s'il n'y a pas de rapport de force dans les entreprises, s'il n'y a pas de syndicat constitué, structuré, il n'y aura pas la possibilité pour les gens d'être salariés protégés et de se défendre correctement, d'avoir une réflexion, d'avoir des gens qui des aides. J'ai, Dieu merci, eu l'aide d'un avocat de la CFDT quand même, qui nous indiquait à peu près comment ça se passait. Mais s'il n'y a rien dans les entreprises, les gens, je peux dire une grossièreté, les gens vont se faire bouffer la gueule. Hein. Okay. C'est pas très vulgaire, ça va. Ça va. Ouais. Voilà, c'est clair, net et précis. Là où il n'y aura pas de rapport de force, les patrons feront ce qu'ils voudront. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Pierre, de tes explications. Merci de nous avoir accueillis, et puis à bientôt pour des nouvelles rencontres de Vitry Insoumise. Quand tu veux.